va quitter l'architecture pour se diriger vers la gestion de crise avec l'utilisation de QGIS en cellule de crise inondation, avec l'exemple de l'exercice 2024 sur une crue de la Loire dans le département du Loiret, présenté par Émilie Bigorne. Oh bah Émilie, ça faisait longtemps. Oui, bonjour Julien. Bonjour. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, donc, je suis Émilie, je travaille à l'établissement public Loire et aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation d'un projet QGIS pour la surveillance des digues dans le cadre d'une crise inondation sur le bassin de la Loire. Alors une petite remise en contexte, donc l'établissement public Loire, on est gestionnaire délégué des systèmes d'endiguement depuis que les services de l'État ont confié la gestion des digues aux EPCI. Donc les EPCI nous ont reconfié cette gestion. Et aujourd'hui, à l'établissement public Loire, donc on gère 700 km de digues réparties sur tout le territoire. Donc pour gérer ces digues, on s'est organisé en plateforme territorialisée pour pouvoir être au plus près du terrain. Le siège de l'établissement est à Orléans. Mais du coup, on a des plateformes à l'amont, à Vichy, puis ensuite tout le long de la Loire. Et ces 700 km de digues sont organisés en une soixantaine de systèmes d'endiguement. Et aujourd'hui, il y a 30 agents, 30 chargés de mission et chargés d'opération vraiment dédiés à la gestion des systèmes d'endiguement à l'établissement. Donc la gestion d'une digue au quotidien. Alors, une digue, c'est pas qu'une... Moi, je pensais au début, mais non, c'est pas qu'un vulgaire tas de terre qui va retenir l'eau. C'est un ensemble d'objets qui sont organisés et cohérents entre eux. Donc il y a la levée, mais il y a aussi des réseaux, l'aménagement des berges, des ouvrages hydrauliques qui doivent éventuellement être manipulés, manœuvrés. Et ces digues, elles s'entretiennent au quotidien. Donc il faut aller surveiller que tout va bien, il faut les faucher régulièrement pour pouvoir justement les surveiller. Il y a des travaux de renforcement pour que les enjeux qui sont situés derrière restent bien protégés. Et il y a une préparation à la situation de crue ou d'inondation. Donc, pour mener à bien toutes ces opérations, on utilise un logiciel qui est fourni par l'association France Digue, qui s'appelle CIRS-Digue, qui est pensé par des gestionnaires de digues pour des gestionnaires de digues. Donc il a le gros avantage de bien articuler tous ces objets entre eux. Toutes les relations entre les objets sont bien pensées. Mais, et de l'aveu même de France Digue, ce n'est pas un SIG. Il ne permet pas de faire d'analyse spatiale, pas de mise en page, et il faut reconnaître que l'interface Carto est un peu ledge. Donc, pour permettre la gestion, pour pouvoir utiliser toutes ces données dans QGIS, il a fallu faire un système permettant de basculer les données depuis CIRS-Digue vers Postgre, parce que nous, toutes nos données sont sur PostgreSQL. Donc CIRS-Digue s'appuie sur un système de gestion de base de données qui s'appelle CoachDB, qui contient des JSON articulés entre eux. Et donc, on a développé des moulinettes en Python qui tournent toutes les nuits. Et toutes les nuits, les données saisies dans CIRS-Digue par les opérateurs tombent dans la base de données PostgreSQL. Et donc, dès le lendemain, ces utilisateurs ont ces mêmes données directement dans QGIS, bien souvent directement via les menus magiques, donc les fameux petits outils mis en place avec le plugin Layers Menu from Project. Placement de produit, là, oui. Également l'anticipation du risque de crue, donc les équipes sont d'astreinte quasiment toute l'année. Il n'y a que vraiment en période là d'été où il n'y a pas d'astreinte, donc avec une veille hydro, en surveillance des niveaux d'eau en rivière et une veille météo. Et en cas de franchissement des niveaux d'eau en rivière, il y a un déclenchement d'une surveillance active sur le terrain, sur les digues, et si la situation est plus grave, on met en place une cellule de crise. La surveillance active sur le terrain, c'est en gros parcourir les digues à pied ou en voiture à vitesse réduite avec un binôme pour surveiller qu'il n'apparaisse pas de nouveaux désordres. Donc les désordres, c'est tout ce qui peut apparaître sur une digue et qui va gêner son bon fonctionnement et potentiellement la mettre en péril ou faire en sorte qu'elle risque de moins protéger les enjeux qui sont derrière. Donc le binôme sur le terrain, ce ne sont pas des agents de l'établissement public Loire, ce sont des agents des EPCI qui nous ont confié leurs digues. Et c'est une notion importante parce que ce sont des agents qui ne sont pas forcément aguerris au terrain, d'une part,
et qui ne disposent pas de matériel, enfin c'est pas notre matériel dont ils disposent, c'est leur propre téléphone mis à leur disposition par les EPCI. Quand je dis qu'ils ne sont pas aguerris au terrain, ce sont des agents dont les missions ne sont pas essentielles en cas d'inondation. Parce qu'évidemment, s'il faut surveiller les digues, c'est qu'il se passe quelque chose ailleurs chez eux. Donc on se retrouve avec des RH, des espaces verts, voilà. Donc des gens qui n'ont pas tellement l'habitude. Donc il leur faut des outils faciles à prendre en compte dans des conditions météo pas toujours faciles. Donc ces agents sur le terrain alertent, informent la cellule de crise qui se met en place à l'établissement public Loire pour faire une remontée de la situation. En cas de crue majeure sur la Loire, quasiment toutes les plateformes seront mobilisées. Donc là, aujourd'hui, on a encore 2 plateformes qui sont encore en cours, ne sont pas prêtes pour l'instant à faire une situation de crise. Mais sinon, on a 4 plateformes aujourd'hui de Orléans à Angers qui sont en relation avec entre 7 et 12 EPCI selon le linéaire de digue en surveillance. Donc chaque plateforme montera sa cellule de crise. L'établissement montera une cellule de crise direction pour superviser, enfin pour avoir une vue générale de ce qui se passe sur le territoire, et les services de l'État, bien entendu, auront leur propre cellule de crise. Ça, c'est l'exercice qu'on a mené en décembre l'année dernière. Donc c'était une crue majeure sur la Loire dans le département du Loiret, donc une crue de type centenal. L'exercice s'est déroulé sur 4 jours. Les 2 premiers jours, c'était pas nous, c'était les EPCI qui ont appris à évacuer leur population. Et les 2 jours d'après, donc effectivement, c'était la surveillance des digues avec déplacement sur le terrain, scénario de désordre important, etc. Donc, du terrain à la cellule de crise, donc c'est ce que je vous disais, les agents vont sur le terrain, et là, je devance la question, il n'est pas question de leur mettre un cul-fil dans les mains. D'abord, la plupart ne sauront pas ce que c'est, et ils vont commencer par chercher un certain temps. D'autre part, on n'a pas la main sur les téléphones ou sur les tablettes ou sur les outils utilisés, on ne peut pas les maintenir. Donc le plus simple, ça reste l'atlas papier. Donc il y avait 60 systèmes d'endiguement, donc il y a 60 atlas à générer, à maintenir à jour, à donner aux agents sur le terrain. Et ces mêmes atlas sont dans les mains également des agents au bureau qui vont réceptionner les appels. Donc la remontée des désordres se fait par téléphone, complétée par des boucles WhatsApp pour pouvoir envoyer des photos. Les atlas, donc il y a une personne qui a déjà présenté des atlas ce matin, donc on a fait quelque chose, je pense, qui ressemble un petit peu. Donc la première étape pour faire les atlas, c'est de générer les emprises qui vont définir les atlas, donc à adapter à l'échelle souhaitée sur le terrain. Donc on a développé, alors c'est pas un plugin, ça reste un script Python qu'on lance à la main, mais ça prend en paramètre la hauteur, la largeur, le taux de recouvrement, et ça génère les dalles d'amont en aval, et dans le sens souhaité par les gens sur le terrain, donc soit d'abord la rive droite puis la rive gauche, ou inversement, ça dépend ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est la première étape, on génère les emprises. Et la deuxième étape, c'est de faire figurer dans ces atlas les données qui seront utilisées sur le terrain. Donc les données viennent de CIRSDIG, donc ce sont des données au format JSON, qui sont une première fois transformées en données, elles sont intégrées dans PostgreSQL avec des géométries au format texte, puis elles sont transformées en vue avec géométrie pour pouvoir être intégrées dans QGIS. Et ça nous permet d'avoir dans les atlas tous les désordres préexistants, parce qu'en fait des désordres il y en a tout le temps, ça peut être simplement de la végétation, un arbre couché, une fissure dans la route, etc. Et puis tous les ouvrages qui sont importants de voir sur le terrain, donc des ouvrages ou des éléments de repérage comme des escaliers, etc. Enfin, ça dépend beaucoup des systèmes d'endiguement. Et voilà ce que ça donne. Donc on a fait le choix de mettre une orthophoto, ça a été testé avec les agents sur le terrain, donc les agents de l'EP-Loire sont allés former les agents des EPCI. Alors on va être honnête, il y en a qui ne savent pas tenir la carte dans le bon sens. La Loire est à droite, mais j'arrive quand même pas à mettre la carte dans le bon sens. Ah pardon, d'accord, ok. Donc ils ont une carte en main. Et donc voilà, donc sur cet élément se représente la photo aérienne, les zones à parcourir à pied ou en voiture, et des profils pour pouvoir se repérer. Donc ils vont appeler l'agent au bureau en disant je suis entre tel et tel PK et j'observe telle situation. Et on fait également figurer des zones de repli en cas de danger pour que les agents puissent rapidement se mettre en sécurité.
En cellule de crise, donc en vrai, donc il y a plusieurs cellules de crise. La cellule opérationnelle qu'on voit sur la gauche, donc là ce sont les agents qui réceptionnent les appels. La cellule de direction qui va coordonner l'ensemble des plateformes, avoir une vue générale et éventuellement prendre des décisions. Et les services de l'État. Donc en cellule de crise, c'est là qu'on a créé un QGIS qui va être utilisé par tous les agents présents en cellule de crise. Donc il y a deux équipes. Il y a une équipe appelée analyste des ordres. Ce sont eux qui prennent les appels en provenance du terrain, qui interrogent, qui discutent avec les agents qu'ils ont au téléphone et qui saisissent les éléments dans QGIS. Et il y a les chefs de cellule qui, eux, vont avoir une vision globale des éléments qui ont été saisis, qui vont faire une veille sur Vigicru pour connaître les niveaux d'eau atteints et les niveaux d'eau prévisionnels et émettre des bulletins à destination de la cellule de direction et des services de l'État. Les analyses des ordres. Donc, le QGIS en question, donc il n'y a qu'un seul projet QGIS, donc il contient un grand nombre de couches qui sont regroupées en différents groupes de couches clairement identifiés. Donc ici, on a un groupe qui s'appelle remontée des désordres. Les agents s'identifient avec leur identifiant et mot de passe habituel. Et en dessous, pareil, des couches avec un nom suffisamment parlant pour qu'ils sachent lesquels sont en lecture seule et à partir desquels ils vont pouvoir faire la saisie. Sur la couche qui s'appelle saisie des désordres est associé un formulaire qui va permettre de saisir en restant au plus proche de ce qui se fait dans CIRSDIG d'un point de vue organisation des données pour qu'à l'issue de la crise, tranquillement, on puisse renvoyer les données dans CIRSDIG. Donc la petite subtilité, c'est que pour un désordre, on a plusieurs observations. On passe une première fois, il y a un petit peu d'eau, on le note, premier désordre, un peu d'eau, c'est pas très grave, ok. On revient 3 heures après, il y a toujours le désordre, mais il s'est aggravé, donc on remet une observation, le désordre s'est aggravé. Donc le formulaire permet aux opérateurs de saisir ces éléments sans réfléchir pendant 2 heures, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme identifiant, comment je le raccroche, etc. En cas de doute ou d'oubli, on a également utilisé le système des notes de couche pour mettre des mémos. Donc en un clic, les agents retrouvent à quoi sert la couche et éventuellement une petite vidéo s'ils ne savent plus faire. Parce qu'évidemment, on ne l'utilise pas tous les jours, cet outil. Ils ont été formés une fois, mais ils ont largement eu le temps d'oublier. Et puis accessoirement, une crise, ça peut durer plusieurs jours. Donc la fatigue aidant, parfois il est utile de faire des petits rappels. On arrive ensuite au niveau des chefs de cellule. Donc eux, leur rôle, ils vont recevoir les désordres, voir ce qui se passe sur le terrain, faire une veille pour savoir où on en est des niveaux d'eau. Et selon les niveaux d'eau aux échelles désignées, il va falloir passer les tronçons de digues selon différents niveaux de vigilance. Donc sur la plateforme d'Orléans, il y a 3 niveaux de surveillance. C'est facile, c'est pas de surveillance, surveillance active. Et c'est trop tard, on laisse tomber, la digue est soit submergée, soit devenue inutile, donc on ne la surveille plus. On aurait pu dire que le niveau de surveillance se déclenche automatiquement à partir du moment où on a saisi la hauteur d'eau en rivière, sauf que ça doit être une action humaine et réfléchie, parce que ça a d'autres implications derrière que de dire on abandonne un secteur, c'est pas complètement anodin. Les niveaux d'eau, eux, sont saisis soit à la main par les agents à partir des bulletins qui sont reçus par le SPC, donc des bulletins PDF, des appels téléphoniques, etc. Soit j'ai prévu une action qui va permettre d'aller récupérer ces hauteurs directement en ligne. Alors j'ai appelé l'action Vigicru parce que pour les agents c'est Vigicru. En vrai ça va chercher sur Hubo, mais voilà, ça revient au même. Donc on lance l'action et les hauteurs aux échelles se remplissent automatiquement. On a utilisé la mise en forme conditionnelle pour que, voilà, très rapidement, on voit où on en est de la situation. Les tronçons sont rangés d'amont en aval et ça se traduit également sur la carte. Les couches prennent la couleur correspondant au niveau de surveillance. C'est un menu déroulant, ils n'ont pas le choix. Ils cochent 0, 1 ou 2. Il y a des outils qui leur permettent également de suivre le niveau d'eau dans la rivière et éventuellement, donc ça c'est la courbe que vous voyez à droite, hein, c'est une courbe assez classique, l'avancée de la crue en fait, là c'est via Data Plotly, donc pareil on récupère les données automatiquement sur Hubo et la courbe se génère automatiquement. Et on a fait aussi le diagramme en bâton que vous voyez, c'est un bâton par système d'endiguement, la couleur en ordonnée ce sont les niveaux d'eau à l'échelle et la couleur c'est à partir de quel niveau d'eau on va changer de niveau de surveillance. Et on ne voit pas bien parce que la capture a été faite tout au début de l'exercice,
il y a une barre tout en bas qui représente le niveau d'eau actuel. Donc ça permet en un coup d'œil de voir quel système d'endiguement est prêt à basculer dans l'un ou l'autre niveau de surveillance. Et le dernier rôle du chef de cellule, c'est de faire remonter les informations de façon claire, nette et précise au service de l'État et à la direction de l'établissement. Donc pour ça, on a préparé des mises en page toutes faites. Ils ont là encore une table attributaire dans laquelle ils vont saisir les informations textuelles. Donc ils ouvrent, ils éditent les points importants, les moyens engagés, les points bloquants, etc. dans des formulaires. Ils ouvrent la mise en page et il y a un tas d'informations qui va venir se mettre toutes seules, donc notamment le niveau de gravité. Donc ça va récupérer automatiquement le niveau le plus grave constaté sur le terrain et ça va le remonter ici. Ça met automatiquement les hauteurs à l'échelle, donc c'est le rectangle vert qu'on voit en haut à droite. L'utilisateur cadre aussi, s'il veut mettre une carte sur une zone précise, parce qu'il y a eu un grave incident constaté à cet endroit, donc il fait son cadrage, mais la petite carte de situation à côté se fait toute seule et adapte toute seule le cadre d'emprise. Et on a également une récupération automatique du nom de l'opérateur et de la date et l'heure à laquelle le bulletin a été émis. Donc pendant l'exercice, ils ont fait 2 bulletins par jour pour remonter la situation. Ça ne représente pas forcément la réalité parce qu'une crue de la Loire, c'est une crue très lente. On a fait des sauts dans le temps. Donc voilà, peut-être qu'il y aura plus de bulletins dans la vraie vie. Donc on en arrive aux pistes d'amélioration. Alors en exercice, petite crise dans l'exercice de crise, on a une rupture du réseau en interne. Donc QGIS ne répondait plus. Et ben, c'est un retour au SIG Gomet. On avait imprimé une grande carte, et ben, on a récupéré des punaises et des post-it et on est allé indiquer sur la grande carte les désordres observés. Le problème a été résolu en une demi-heure et donc ils ont pu ensuite revenir et ressaisir le retard pris, mais c'est quelque chose qui pourrait se produire en vrai. On pourrait aussi avoir une du lien Internet, une rupture du lien Internet, pardon. Donc la piste, c'est pas fait. Voilà, mais c'est de faire un système de synchronisation automatique toutes les demi-heures sur un support externe type NAS. Et en cas de rupture de lien, on va chercher le NAS, on l'accroche à un PC et on travaille. Dans le pire des cas, on a perdu une demi-heure de saisie. Et l'autre difficulté, c'est la faible fréquence des exercices. Les agents ne savent plus utiliser. Donc perte de compétences des agents. Perte de compatibilité technique éventuellement, il suffit qu'on ait mis à jour un plugin ou quelque chose comme ça et le QGIS ne marche plus correctement. Donc la piste est d'utiliser cet outil pendant les astreintes des agents. Donc au moins une fois par semaine, ils feront un petit bilan, il n'y a rien à dire, un calme plat, mais au moins ils auront fait tourner l'ensemble des outils. Et la prochaine étape, c'est un exercice à la fin de l'année sur la plateforme d'Angers, donc c'est notre plus grosse plateforme, et d'autres vont suivre après. Merci Émilie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Mickaël, t'arrêtes de bouger s'il te plaît. Je te reconnais, je sais que c'est toi. Ok, il y a une question là. Si vous avez des questions ensuite, levez la main qu'on vous amène le micro en avance. J'allume le micro, c'est mieux. Mickaël Douchin, donc de Société 3 Lise. Vous avez parlé là d'une technique qui serait de mettre un NAS peut-être pour faire cette synchro. Vous pourriez aussi penser à la solution d'utiliser QField en bureautique à la place de QGIS. Vous auriez une interface et le même projet et les mêmes capacités de faire de la saisie. Et avec un envoi, par exemple QField Cloud, vous auriez une synchronisation automatique. Si vous perdez Internet, vous avez quand même des données qui sont synchronisées quelque part. Et vous pouvez travailler hors connexion, a priori, et synchroniser après quand vous retrouvez Internet. Eh ben, merci pour l'astuce, j'y penserai. Merci. Oui, bonjour, Benjamin Saglio, Société Biotop. Alors, si j'ai bien compris, en fait, quand même, c'est ces bulletins qui sont échangés d'une cellule à l'autre. Et est-ce que, du coup, vous avez envisagé des solutions type tableau de bord plus dynamiques, plus directes? Pareil, je me posais la question dans votre présentation, les liens avec des API comme Nubo, etc. En fait, c'est déclenché par action, donc ça veut dire qu'il y a un moment où vous
vous lancez l'action de récupérer des valeurs, c'est trop risqué peut-être, vous avez dû faire une analyse, c'est trop risqué d'essayer de faire des jointures un peu dynamiques directement, d'avoir des données en temps réel, quoi. J'imagine c'est un... Voilà, je voulais savoir comment vous avez abordé ces deux questions-là. Non, les jointures en temps réel, non, j'ai pas testé. Alors, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que pendant l'exercice, c'était un faux exercice, donc on n'avait pas Vigicru. Donc on n'avait pas, effectivement, on n'a pas pu tester la réalité de fonctionnement de ces API. Il fallait saisir à la main. Voilà. Mais oui, pourquoi pas, effectivement, j'ai raisonné action, mais pourquoi pas, des jointures directes, effectivement. Et la première question, j'ai oublié. Oui. Alors, là, on n'avait qu'une seule plateforme, donc notre cellule de direction était active que pour une seule plateforme, donc c'est un événement que je n'ai pas abordé. Moi, pendant l'exercice de crise, je faisais le yo-yo entre les deux salles de crise qui étaient sur 2 étages, et je me suis rendu compte qu'à la direction, ils posaient des questions sur ce qui se passait en bas, alors que la réponse était sur le serveur auquel ils avaient accès. Donc, en catastrophe, je leur ai ouvert un QGIS pour qu'ils suivent en direct. C'est pas une bonne idée, c'est des directeurs, il y en avait 2 qui savaient servir de QGIS sur toute l'équipe. C'était pas très efficace. Pardon. Mais l'idée, effectivement, c'est de développer une version peut-être plus web pour qu'ils aient un tableau de bord, parce que quand il faudra qu'ils suivent 5 plateformes en même temps, il va falloir qu'il y ait une façon de ne pas jongler, que ce soit plus simple pour eux pour avoir une vision générale. Ça fait partie des évolutions à venir, en effet. Et sur ça, vous avez déjà des pistes vous avez... En fait, c'est un projet sur plusieurs années, c'est long terme, c'est dans la mission, parce que je pense que tu as des missions qui sont, qui sont définies en amont. Alors, dans la théorie, il faudrait... La crue peut arriver du jour au lendemain. Clairement, on n'est pas prêt. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, on est prêt à Orléans. Voilà. On est prêt à Orléans ? On est prêt à Orléans. Voilà. Peut-être changer mon itinéraire vélo-route sur la Loire, moi. Peut-être pas. Mais oui, enfin voilà, j'ai des pistes pas plus précises que ça pour le tableau de bord pour l'instant. Là, la première étape, c'est de décliner ça pour chacune des plateformes, parce qu'évidemment, chaque plateforme a sa problématique. À Orléans, la situation est simple, il y a une rivière, la Loire. À Angers, il y en a plusieurs. À Tours, il y a le Cher qui arrive, donc plusieurs rivières, plusieurs échelles à surveiller, des ouvrages à manipuler. Voilà, les situations sont différentes. Donc une marche après l'autre, pourvu que la crue n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est rassurant. Waouh. J'avais fait un sondage sur les angoissés, mais je pense qu'ils sont déjà partis. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que je me prépare à une dernière annonce avant la pause ? Très bien. Ben merci Émilie pour cette intervention.